I do believe in democracy. And democracy is not in the street. Alors cette déclaration d'Emmanuel Macron sur CNN a suscité pas mal de réactions, et en fait on s'est aperçu que c'était un quasi-décalque de celle de Valls en 2016. La démocratie, ce n'est pas la rue, la démocratie, c'est le vote. Qui reprenait lui-même une Raffarinade de 2003. Raffarin, Premier ministre à ce moment-là, face à un mouvement social contre la réforme des retraites, avait dit « la rue ne gouverne pas ». Et le problème de ce genre de petites phrases, c'est qu'on fait comme si les termes étaient univoques, qu'ils avaient une seule définition, alors que démocratie, rue, ne sont pas des termes si clairs que ça. La démocratie, c'est quoi pour Macron ? Bon, historiquement, la première démocratie, c'est celle d'Athènes. La démocratie athénienne est grande comme le duché de Luxembourg et ses citoyens actifs sont au nombre de 40 000. Oh, il n'est pas parfait, notre ami athénien. De beaucoup s'en faut. Aristocrate, expansionniste, trouvant normal l'esclavage. Donc non, quand on dit démocratie, on se réfère à ce qui s'est construit plutôt au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, au XVIIIe siècle, pendant les révolutions qu'on appelle libérales. Parlementarisme, état de droit, liberté individuelle, etc. Mais en fait, le projet de ces révolutions libérales, c'est de détruire l'absolutisme, de chasser l'aristocratie et de mettre en place une bourgeoisie éclairée. Le peuple dans tout ça est assez absent, c'est pas l'acteur principal, il va servir surtout de bélier pour faire sauter l'ordre aristocratique, par exemple au moment de la prise de la Bastille, mais ensuite on fait tout pour qu'il n'ait pas de pouvoir, et d'ailleurs on craint qu'il en ait trop. Je propose Assemblée des représentants du peuple français. Non, messieurs! Car en l'occurrence, le mot peuple est équivoque. Il a deux sens. La nation en général, ou bien la classe pauvre de cette nation. Et nous ne voulons pas représenter le peuple au second sens. In fact, the people who wrote those documents were quite explicit that they hated democracy, they considered it the worst form of government, and that the form of government they were developing was designed to defend against the threat of democracy, as they put it. In fact, if you read the speeches that were made at the Constitutional Convention, the very first speech was a protege of George Washington, governor of Virginia, who began by saying, you know, we have a problem here in America. There's a real danger that democracy might break out. You know, the threat of democracy is something we can't ignore. Le seul moment dans ces révolutions où on envisage vraiment de donner le pouvoir au peuple avec notamment le suffrage universel, l'amélioration du sort des pauvres, c'est-à-dire de la majorité de la population, c'est entre 1792 et 1794 en France, cette période qu'on ne connaît plus que comme la Terreur, et c'est cette version-là qu'Assassin's Creed a mise en scène avec un Robespierre tyrannique qu'il faut aller tuer pour libérer les pauvres gens de la guillotine. Au XIXe siècle, la bourgeoisie au pouvoir a donc une vraie peur du peuple. Une peur qui est perceptible dans le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, qui date de 1830. Chauvine, crasseuse, débraillée et dangereuse, elle incarne toutes les dérives politiques. Le peintre ne cherche pas à séduire. Pavé gris, poutre calcinée, ombre profonde, pieds sales, ongles noirs, poils pubiens. La violence omniprésente et les détails macabres achèvent de nous inquiéter. Plutôt qu'un grand peuple, on voit la populace, masse dangereuse et incontrôlable guidée par une furie, armée jusqu'aux dents. Ce qui se passe ensuite au XIXe siècle, c'est que cette même bourgeoisie va faire des concessions au peuple et mettre en place des régimes parlementaires. L'idée, c'est qu'il faut changer les formes politiques pour que les formes de la domination économique, elles, ne changent pas. Il faut que tout change pour que rien ne change, comme le dit Tancrède à son oncle dans Le Guépard qui se passe pendant la Révolution italienne en 1860. E allora, che ne diresti della Repubblica di Don Peppino Mazzini? Ah! Credimi, zione. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 4 e 48. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato. Très progressivement, à la suite de révolutions la plupart du temps, le suffrage censitaire, seuls les très riches votent, est remplacé par le suffrage universel. Tout le monde vote. Enfin, tout le monde. Tous les hommes. Hein. Pour les femmes, il faudra attendre un peu. Mais avec l'idée qu'en échange, la canaille, le peuple, doit se tenir tranquille. Et c'est le sens de la légende de cette caricature. Hein. Le fusil, c'est pour les guerres, pour les conflits internes, désormais, il y a le vote. Donc les révolutions ne sont plus légitimes. Et c'est un peu l'idée d'Adolphe Thiers, le chef de l'État entre 71 et 73, qui cherche à mettre en place une république conservatrice. Alors comme le mythe royal est en train de se défaire en France, on l'a vu à plusieurs reprises, il faut substituer à ce mythe royal un autre mythe qui sera le mythe du suffrage universel, c'est-à-dire le mythe de la volonté nationale.
Et cette fois, ça sera extrêmement puissant comme rempart. C'est la volonté nationale elle-même qui décide qu'il faut faire une république, par exemple, conservatrice. Alors quiconque se soulèverait contre un gouvernement républicain se soulève contre la liberté, puisque c'est la liberté qui s'est exprimée et qui règne à l'aide du suffrage universel. Alors vous voyez quel attentat monstrueux. On peut mobiliser toutes les forces nationales contre ceux qui prétendaient lutter contre un gouvernement dit démocratique. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la volonté nationale? En fait, c'est la majorité. La majorité du suffrage universel, c'est-à-dire la moitié plus 1. C'est très facile d'obtenir la majorité au suffrage universel quand on sait s'y prendre. Mais malgré le rêve de Thiers, le peuple continue de ruer dans les brancards, un peu partout, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, etc., et de réclamer une amélioration de ses conditions de vie et de travail. Donc il y a beaucoup de rues, comme dirait Macron. Des révolutions, mais aussi des grèves, des affrontements, des revendications, des désaccords, des morts, des blessés. Et progressivement, à la suite de ces luttes violentes, les gouvernements finissent par accorder quelques droits. Par exemple, la journée de 8 heures. Ici, ça commence par le massacre de High Market Square à Chicago. À la fin du 19e siècle, les journées de travail sont de 10 heures, 12 heures par jour, 6 jours par semaine. En 1886, le mouvement pour la journée de 8 heures s'étend à travers le pays. Et le 3 mai 1886, manif devant les usines McCormick, la police tire dans la foule, 4 ouvriers sont tués et des dizaines sont blessés. Le lendemain, 4 mai, la gauche anarcho-syndicaliste appelle à un meeting de protestation ici même, au Haymarket Square. Au moment où la manif se disperse, un bâton de dynamite est lancé sur les policiers. 8 policiers sont tués et une soixantaine sont blessés. La police arrête les syndicalistes qui ont organisé le meeting. Aucune preuve contre eux. C'est une parodie de justice. En réalité, c'est bel et bien pour leurs idées qu'ils sont condamnés à la peine de mort. En 1889, à Paris, le 1er mai sera adopté comme journée de la lutte pour les 8 heures. Mais c'est seulement le 23 mai 1919, après 4 années de sacrifices dans les tranchées, que les travailleurs français obtiendront la journée de 8 heures. Autre exemple du rôle de la rue dans la vie démocratique, les congés payés. En mai 1936, la victoire du Front populaire aux élections législatives provoque une grève générale dans tout le pays. L'économie est paralysée et le patronat supplie Léon Blum d'organiser des négociations avec les syndicats pour que les usines redémarrent. C'est de ces négociations que sortiront les congés payés qui n'étaient pas dans le programme du Front populaire. Les chantiers, les ateliers, les usines cessent le travail, se hérissent de drapeaux rouges et tricolores. Mais, tactique nouvelle, les ouvriers occupent partout les lieux du travail. Renault. Les poings se tendent, les sourires s'allument. Dans les usines, au dépôt de charbon, aux galeries Lafayette. Voici la déléguée d'un grand magasin. Et voilà comment France 2 nous présente cette histoire. Le 20 juin 1936, le Front populaire accorde 2 semaines de vacances aux salariés. Nous allons vous raconter le jour où les Français ont obtenu les congés payés. Alors là, c'est vraiment frappant. C'est pas le même peuple. Ici, on a un peuple debout, qui est fier de lui, autonome, qui se prend en main. Là, on a des vacanciers qui profitent des vacances. Là, le peuple est acteur de son histoire. Là, il est passif. Simple bénéficiaire des politiques de ceux d'en haut. Encore aux États-Unis, quand le gouvernement s'entêtait à faire la guerre au Vietnam, une guerre qui a coûté la vie à 3 millions de Vietnamiens, c'est la rue qui a fait pression pour l'arrêter. Un conseiller de Nixon confie « Derrière les grilles de la Maison-Blanche, on se sentait assiégé. C'était nous contre eux. Plus nous serrions les rangs, plus leurs rangs grossissaient. » I was trying to explain to you the rationale of some students who are openly revolutionary. You're not listening to what I'm saying. I'm really distressed. What are you advocating? And let me take exception to that oft-repeated rationale that Et donc pourquoi la rue se manifeste ? Tout simplement parce que les gouvernants, ceux qui ont été élus, le gouvernement, les députés, etc., ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas. La dame le résume très bien dans ce passage. You're not listening to what I'm saying. Et alors ensuite, qu'est-ce que ceux d'en haut répondent à la rue, entre guillemets ?
Ah bah c'est que la rue est violente. And let me take exception to that oft-repeated rationale that violence is the only way to get results. Alors donc ça, la violence de la rue, c'est un argument qu'on retrouve aujourd'hui plus que jamais. Bienvenue à tous. La gare de Nantes vandalisée, des policiers et parfois des manifestants agressés. La nouvelle journée d'action contre la loi El Khomri a donc été marquée une fois encore par des violences. On fera un point en direct dans un instant. D'abord les images avec Arnaud Comte, Yann Moine et nos bureaux en région. Et donc il faut montrer par des images que le peuple est une masse grouillante, dangereuse, irrationnelle, et que s'il s'oppose à ses gouvernants, le pays risque de sombrer dans le chaos, voire peut-être le terrorisme. Voilà. Il y a des risques de dérive dans les manifestations, des risques de casseurs. Je pense que ce sont des actes qui sont des actes pré-terroristes qu'on voit là. Alors tout ce qu'on vient de dire, c'est valable dans à peu près toutes les démocraties. Mais en France, on a une particularité, c'est qu'on est dans la 5e République. Notre système politique a été pensé, voulu et incarné par De Gaulle. Guide de la France, chef de l'État républicain, j'exercerai le pouvoir suprême. Guide de la France, rien que ça. Guide, en fait, ça se dit comment en italien? Ah oui, Duce. Et en allemand, Führer. Ah oui, quand même. Mais dès lors que la barre est fermement tenue, que l'équipage assure la manœuvre, que les passagers restent confiants et à leur place, il n'y a pas de risque de naufrage. À leur place, voilà. Les gens, la rue, tout ça, ça doit rester à sa place et laisser le capitaine commander le navire. En gros, le peuple, il doit rester obéissant et passif. Et s'il donne de la voix, bah c'est dangereux et violent, ça donne mai 68. C'est ce que De Gaulle appellera la chienlit. Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Alors, la 5e République, c'est un régime où quasiment tout le pouvoir est entre les mains d'un seul homme. Alors certes, le président est élu par le peuple, mais élire le chef, c'est pas ça la démocratie. Ça, c'est ce qu'on appelle du césarisme ou du bonapartisme. C'est l'idée que le peuple a besoin d'un chef, d'un homme providentiel, et souvent l'homme providentiel, c'est un militaire. Alors, on en a pas mal dans notre histoire de ces hommes providentiels qui ont renversé des républiques. Et le soir de son élection, Macron nous a refait le coup de « c'est moi le nouvel homme providentiel », avec sa marche solitaire vers le Louvre. Le Louvre, c'est quoi déjà ? Ah oui, c'est vrai, c'est le palais des rois de France. François Ier a signé ses ordonnances. Il était roi de France il y a 500 ans, 1515 Marignan, mais c'est François Ier. Et c'est lui qui a signé les ordonnances de Villers-Cotterêts, qui fait du français la langue officielle. Donc si nous parlons tous le français, eh bien c'est grâce à l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Donc cette ville est très emblématique, très importante. Et ce château est très très important. Parce qu'en fait, on est tous français, alors qu'on parlait souvent des patois un peu différents. Et notre pays, il s'est fait par la langue. Parce qu'à ce moment-là, dans ce château, le roi a décidé que tous ceux qui vivaient dans son royaume devaient parler français. Finalement, sous couvert de devoir simplifier l'histoire aux enfants, ce qui a été martelé, c'est que les rois ont fait la France, le roi décide, il décide avec des ordonnances, suivez mon regard, et que c'est une bonne chose sur la France pour quand le roi décide avec des ordonnances. I do believe in democracy. And democracy is not in the street.